Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce qu'on appelle le pouvoir, mais le pouvoir, on va dire même les pouvoirs au sens large. Et on va également les associer à la notion des émotions. Et quel lien on peut faire entre le ou les pouvoirs et les émotions. Toujours pareil, dans la continuité de suivre un petit peu ce modèle holistique des 8 circuits de conscience, de vous aider, je le souhaite en tout cas, de faire des liens, de comprendre certaines choses, et peut-être d'en faire des déductions de ce qui peut se passer chez vous, ou de ce que vous constatez dans le monde extérieur, au niveau du comportement des gens. La notion de pouvoir aussi va me permettre de commencer un peu plus à parler en détail de la théorie d'Alfred Adler, qui est un contemporain de Freud et de Jung. Et Alfred Adler, eh bien, il a, on va dire, focalisé son attention sur justement la notion de recherche de pouvoir ou de volonté de puissance. Et si je résume très rapidement, en fait, il dit que ce qui motive l'être humain dans la vie, c'est de compenser un sentiment d'infériorité. Et en le compensant, on va justement rechercher à avoir de la puissance ou du pouvoir ou des moyens. Bon, je résume très rapidement. Je ferai une vidéo sur Adler, on détaillera un peu plus. Mais on va dire que grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, on va être motivé, on va avoir comme moteur le besoin de compenser des choses en nous. Et c'est un peu ça, moi, que je retiens finalement de l'approche d'Adler, c'est qu'on va chercher à compenser des choses et du coup à être créatif en essayant de trouver de nouvelles solutions aux problèmes auxquels on est confronté. La notion de pouvoir, elle est vraiment en lien avec justement les moyens d'acquisition. Et on va faire une perspective, faire un plan d'ensemble plutôt sur justement qu'est-ce qu'on constate sur la nature du monde. Vous l'avez remarqué, on est dans un monde où il y a des rapports de force. On est dans un monde où il y a des intérêts. Des intérêts qui parfois convergent et parfois divergent. Et il y a souvent, au milieu de tout ça, des conflits. Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est très relatif. L'idée, c'est pas de répondre à ça dans un premier temps, c'est juste de constater la nature du monde et des choses, en fait. Pour reprendre un petit peu une perspective chamanique, ce qu'on appelle le monde du milieu, c'est l'envers du décor du monde dans lequel on est, là, actuellement. On est vraiment dans ce qu'on appelle le monde du milieu. Et dans ce monde-là, on constate justement tout cela. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de force, il y a des égos, il y a des intérêts, il y a des conflits, il y a des... Voilà, c'est une espèce d'émulsion, il y a, voilà, il y a des choses qui s'entrechoquent, qui se croisent, et c'est un peu frictionnel en fait. Ok ? Le pouvoir, en fait, cette recherche d'acquisition de pouvoir, elle s'inscrit dans cette dynamique-là. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas y échapper, en fait, quelque part. Pas complètement. On est dedans, ça fait partie de la structure du monde. Cette recherche de pouvoir, elle peut prendre différentes formes. Elle peut s'appliquer à plein de domaines, en fait. On la retrouve dans la sphère individuelle et dans une sphère un peu plus macro, au niveau des sociétés et des États et des différents conflits ou intérêts communs qu'il peut y avoir parfois. Cette recherche de pouvoir, en fait, elle est au cœur de tout ça. Elle est au cœur des moyens de subsistance et des moyens de survie, en fait, de l'individu. Donc elle peut se tourner vers différentes choses. Le pouvoir, ça peut être des moyens matériels. Ça peut être des capacités de prise de décision. Ça peut être aussi, d'un point de vue plus ésotérique, donc caché, eh bien, l'acquisition de certaines capacités un peu spéciales, on va dire ça comme ça. Mais
la constante dans tout ça, c'est que le pouvoir, c'est un moyen d'action, c'est une capacité, en fait, qui nous permet de faire certaines choses. Et il y a vraiment cette recherche de compensation, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin parfois d'être motivé par ça, peut-être même à trop en vouloir, et c'est là où justement il peut y avoir un problème. Mais ce besoin, il est lié au fait que de toute façon, on a besoin de compenser en nous une forme de fragilité, un sentiment donc du coup d'infériorité, comme disait Adler, et ça fait partie de l'état du monde, de l'état de la nature en fait, de compenser ça par d'autres moyens. On prend un exemple, nous en tant qu'être humain, en tant qu'animal en fait, on n'a pas de griffes, on n'a pas de fourrure, je veux dire, on est assez démunis comme ça à l'état brut dans la nature. Mais pour compenser ça, on a développé notre intellect, on a créé des outils, on s'est organisé en société, on a développé le langage, et ensemble, on est devenu très fort. Beaucoup plus fort, en fait, que la plupart des animaux sur Terre. Ça veut dire que, du coup, on peut se considérer comme l'espèce dominante, mais dominante à un certain point, voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais vous comprenez un peu la dynamique. Et bien ça se passe exactement de la même manière de point de vue individuel. Et cette recherche de pouvoir, donc du coup, on la retrouve dans tous les domaines. Et autant dans le domaine, on va dire, très basique de la société, de l'économie, des dynamiques entre les groupes, voilà, mais également aussi dans le domaine de la spiritualité, en fait. Et bien que ça va s'exprimer peut-être un petit peu différemment, mais on va quand même retrouver tout ça. Alors quand je dis spiritualité, j'inclus tout ce qui est ésotérisme, religion, voilà, là je fais un petit package par rapport à tout ça, quoi. Cette notion de pouvoir, en fait, elle est derrière ça, en fait. Elle est derrière tout ça. Et la question, c'est en fait, quelque part, pas tant de se dire que c'est forcément une bonne ou une mauvaise chose, c'est se dire aussi, qu'est-ce que j'en fais, en fait. Et finalement, quelle intention j'ai derrière. Parce que dans cette recherche de pouvoir, il y a toujours quand même derrière une espèce d'intention vis-à-vis de l'autre, en fait. La manipulation, c'est une forme de pouvoir, en fait. J'ai le pouvoir d'amener la personne à qui je parle ou à qui j'explique certaines choses dans la direction que je veux, en fait. Je mets une intention et voilà, je guide la personne dans sa direction. C'est une forme de pouvoir, on est bien d'accord. Eh bien ça peut poser problème en fait. Lorsqu'on laisse, entre guillemets, le monde du milieu sans vecteur de régulation, on arrive à une situation où finalement c'est la loi du plus fort qui prédomine, et du coup on arrive à un état aussi où il y a une espèce de disharmonie qui s'installe dans la société en fait. Donc on a besoin de réguler un petit peu tout ça, et on a besoin de comprendre en fait qu'est-ce qui motive tout ça, et en quoi en fait, dans ma vie courante, je suis confronté à justement, peut-être parfois des gens qui ont cette appétence du pouvoir et qui en veulent un peu trop. Alors je vais prendre un petit peu comme exemple justement le modèle des 8 circuits de conscience. Donc, vous vous rappelez la structure générale de ce modèle des 8 circuits de conscience. Nous avons le couple donc, premier et 5e circuit. Et là, on est plus sur le couple 2e et 6e circuit, en fait. Ok? Donc, le couple 2e, 6e circuit, c'est le circuit musculo-squelettique et le 6e circuit, qui est le circuit qu'on peut appeler psychique ou multidimensionnel, en fait. Pourquoi psychique? Parce que en fait là on rentre clairement dans la dimension de la conscience, des changements d'état de conscience et de tout ce qui va avec les changements d'état de conscience, donc notamment la notion de réalité qui commence un petit peu à s'étioler, mais à devenir toute relative. Et qui dit plusieurs réalités entre guillemets, dit du coup là on rentre vraiment dans le cas des dimensions multiples. Toutes les pratiques ésotériques, le chamanisme, tout particulièrement, bon, c'est pour ça que j'ai mis une image d'un chaman qui joue du tambour, mais tout ce qui est en lien avec le changement d'état de conscience, et même l'ésotérisme, c'est vraiment en lien avec cette dimension psychique-là. Et en fait, elle est, entre guillemets, en lien avec la dimension musculo-squelettique, mais
pas tellement que ça, en fait. Ce deuxième circuit-là, c'est vraiment aussi tout ce qui concerne véritablement les émotions. Les émotions, c'est ça c'est elles qui nous permettent en fait d'agir, de nous mettre de nous rendre vivants en fait. Voilà. Donc c'est l'origine du terme émotion en fait. Ce qui nous émeut, ce qui nous met en mouvement, ce qui crée de la dynamique en fait chez l'individu. Donc l'idée en fait de tout ça, c'est comprendre que à travers ce modèle, les circuits du bas entre guillemets doivent être des supports pour l'expression des circuits supérieurs. Ce qui peut se passer dans cette dynamique de recherche de pouvoir, et c'est là où justement c'est compliqué, en gros, on peut être, entre guillemets, pour rester dans le schéma cybernétique, circuit, etc., on peut justement être court-circuité dans ce sixième circuit par nos émotions, en fait. Et ces émotions, lorsqu'elles sont mal comprises, lorsqu'elles sont mal intégrées, eh bien, elles peuvent du coup déborder dans le fonctionnement de ce sixième circuit et entraîner des comportements qui vont trop loin, tout simplement. Là, c'est clairement une façon d'expliquer comment on peut avoir des individus qui sont uniquement motivés par cette soif de pouvoir et qui ne pensent qu'à ça, et pour qui ça devient une obsession, en fait. Parce que, il faut bien comprendre que, justement, dans cette recherche de pouvoir, au bout d'un moment, il y a cette notion de... Il n'y a jamais de limite, quoi, en fait. Bah oui, parce que si on part du principe que on est dans une réalité infinie et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de borne, entre guillemets, du coup, cette recherche de pouvoir, c'est sans cesse, c'est sans cesse. J'ai sans cesse envie d'accumuler, j'ai sans cesse envie d'en avoir plus, et je n'arrête pas de chercher des moyens. Donc du coup, pour y arriver, j'écrase les autres, ou je les manipule, ou j'utilise toutes sortes de moyens pour arriver à mes fins. Dans cette idée de manipulation, il y a aussi l'aspect de la séduction qui en fait partie. Et séduction, j'entends pas uniquement la séduction physique, bien que ce soit une partie hyper importante, et on va pas se le cacher quand même. Mais il n'y a pas que ça, il y a la séduction aussi par l'utilisation des mots, des paroles, des beaux discours, des beaux langages, la séduction par justement par la récompense, toutes ces choses-là en fait. Alors ça peut être certes des moteurs, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est forcément quelque chose de négatif, mais ça à prendre en considération. Parce qu'en fait, on peut être toute notre vie bloqué en fait dans une dynamique malsaine en fait de ce type-là. On peut être victime, mais on peut être aussi des bourreaux en fait. Et parfois, c'est même un petit peu des deux. Et parfois, il y a un changement. C'est-à-dire que la personne qui était victime devient bourreau et on répète les cycles. Alors vous allez dire, mais comment on fait par rapport à tout ça? Encore une fois, pour moi, la clé, c'est justement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et de faire un état des lieux. C'est-à-dire d'être pragmatique, en fait. Quand je parle de cette volonté de puissance et ce besoin de compenser en fait un certain sentiment d'infériorité chez nous, eh bien en fait il faut prendre conscience qu'elle est en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement comme dans la pensée bouddhiste où il y a les 4 nobles vérités, et la première des nobles vérités c'est dukkha, c'est-à-dire le fait qu'effectivement la souffrance fait partie de l'existence et de la vie. Voilà. Là, c'est exactement comme si on disait le fait qu'il y ait cette volonté de puissance, cette volonté ce besoin instinctif de compenser un sentiment d'infériorité, il est structurel en fait chez nous. Vous voyez? Ça fait partie vraiment un peu comme, on peut prendre comme image la pyramide de Maslow, où on a vraiment, dans le premier circuit, on a la sécurité, et là, on a le besoin de s'affirmer, le besoin de se sentir fort et de se sentir en position, en fait, un petit peu dominante parfois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas que dans les relations, c'est de façon générale dans la vie. Donc, prendre conscience de ça, c'est déjà un premier pas, en fait. Parce que du coup, ça va nous amener à analyser en quoi dans notre vie, en quoi dans ce que nous faisons, on est mu par ce moteur-là, en fait, par cette recherche de puissance. Et là, vous allez voir qu'en fait, on est entouré dans notre société de toute cette dynamique-là, de tous ces rapports de force-là, en fait. C'est vraiment ça qui, pour l'instant, prédomine encore trop, je trouve, les lois de notre société et la vie sur Terre.
on n'est pas encore passé à un... Enfin, on n'est pas encore passé. On va dire que dans la globalité, on n'est pas encore dans une autre façon de percevoir le monde, une autre façon d'utiliser nos ressources, en fait. Là, on est clairement dans du rapport de force, de la domination. Et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les humiliations, le manque de respect, le manque de considération. Bon, ça va avec le manque de respect. Mais on est vraiment dans tout ça, quoi. Les gens ont vraiment la sensation de se sentir écrasés, et assez, tout particulièrement en France. Tout ça vient du fait que, justement, eh bien, on laisse ces énergies du monde du milieu complètement en roue libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de vecteur de régulation. Et quand je dis vecteur de régulation, c'est-à-dire une pensée, des idées, quelque chose en fait qui permet justement de relativiser l'importance de cette énergie, de cette dynamique du monde du milieu en fait. Parce que si on la laisse d'elle-même croître, en fait, on n'en finit jamais. Alors ça me permettra justement d'aborder plus en détail, mais j'en parlais vite fait ici dans cette vidéo, ce qu'on appelle, on va dire, la structure de la société dans les sociétés indo-européennes, qui a été retrouvée notamment chez les sociétés celtiques. Hein. De toute façon, les Celtes, on est entre guillemets des indo-européens. Et dans cette structure de société, on a plusieurs fonctions qui sont représentées en fait. On a la fonction, on va dire, productive, nourricière, qui constitue la base. On a la fonction qui va plutôt être protectrice, un peu expansive aussi quand il y a besoin, et décisionnaire. Et on va avoir la fonction qui va être au-dessus, qui va être une fonction spirituelle, qui va être une fonction tournée vers la recherche de sagesse, et vers une recherche de transcendance. C'est-à-dire que les gens qui font partie de cette fonction-là, ils n'ont pas du tout comme objectif de prospérer financièrement, notamment. Ok ? Cette structure, cette tripartition de la société est à l'origine, en fait, il y a très longtemps, hein, mais est à l'origine de toutes ces castes qu'on retrouve en Inde. Le problème, c'est qu'après, avec le temps, ça s'est sclérosé et on en a perdu l'essence, en fait. Or, de base, visiblement, l'évolution entre les différentes couches est tout à fait possible. C'est-à-dire que les nobles ou les membres de l'armée, enfin ou les chevaliers, donc ceux qui avaient des chevaux et des armes, parce que ça valait cher à l'époque, en fait, ils pouvaient le devenir par mérite, par progression, on va dire, sociale, par talent, entre guillemets, vous voyez ? Par la vertu, en fait. De même pour ceux qui sont les membres du clergé. Donc après, bon, voilà, en Inde, tout ça pour dire qu'en Inde, ça s'est sclérosé. Mais visiblement, il y avait une forme de souplesse. Ce qui entre guillemets, va complètement de soi. On est d'accord. On ne peut pas, en fait, déterminer la valeur d'un individu uniquement par sa naissance. Les exemples existent à foison. Je veux dire, c'est la différence entre l'inné et l'acquis. Il y a des gens comment dire, des personnages célèbres qui ont eu des enfants, et les enfants n'avaient pas du tout la même essence, ils étaient même parfois le contraire de leurs parents. Bon, tout ça pour dire qu'il est clair qu'il faut qu'il y ait une souplesse dans cette société. Quand les choses commencent à être trop figées et statiques, c'est là que s'installe la décadence, en fait. C'est là qu'en fait, les choses ne sont plus en mouvement, ne sont plus dynamiques. C'est comme si les 8 circuits étaient figés, il n'y avait plus d'échanges entre eux, plus de dynamisme, et là, en fait, stagnation, plus de circulation d'énergie, donc décadence, donc en fait, état de stase, et ça peut entraîner que de mauvaises choses. L'idée, en fait, c'est que tout ça soit dynamique, c'est que tout ça soit souple, et que dans cette structure de société, on comprenne qu'en fait, la dimension donc protectrice, donc vraiment, voilà, plutôt yang sur la manifestation de force et tout, de ce groupe qui sont les gens qui protègent la société, bon, un peu les guerriers, quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'ils soient mus par des émotions qui soient saines, et il faut qu'ils soient
on va dire, sous le comment dire, sous l'autorité du principe non matériel qui est représenté par les gens qui justement s'intéressent à autre chose que le monde matériel, en fait. Vous voyez? S'il n'y a pas ça, en fait, toute la société se focalise uniquement sur la recherche de biens matériels. Donc, toute l'énergie des circuits du bas se focalise, enfin, se coupe, entre guillemets, des circuits supérieurs, et tourne en roue libre, et parfois tourne et au bout d'un moment, pas parfois, au bout d'un moment, on arrive à des états de sur-régime. Et c'est exactement ce qui se passe. On est dans une société où on est en sur-régime de ces circuits, en complet déséquilibre. Et c'est comme ça que, comme disait donc Adler, pour lui, donc Adler, quand cette volonté de puissance, donc liée à ce besoin de compensation, en fait, s'exprime de façon complètement décalée par rapport au groupe social, par rapport aux gens, voilà, donc en fait, la personne, entre guillemets, va trop loin, eh bien, il y a pour lui naissance de névrose. Ou elle va trop loin, ou alors elle est frustrée. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à ses fins, et donc du coup, elle essaie par d'autres moyens d'y arriver. Et c'est comme ça que peuvent naître les névroses, et pour Adler, si ça va... la forme de névrose plus grave, c'est la psychose. Voilà. Donc, toute la dimension, vous savez, tout ce qu'on appelle les pervers narcissiques, les psychopathes, les sociopathes, voilà, bon, tout ce beau et joli vocabulaire qui désigne ces individus, ils sont clairement dans un état de sur-régime, en fait, de ce deuxième circuit, qui est dominateur, quand il est en sur-régime, qui veut écraser l'autre, et qui est mu par une recherche de pouvoir insatiable, et qui jouit de l'utilisation de ce pouvoir. Et malheureusement, cette dynamique-là, elle n'existe pas que dans le milieu, on va dire, politique ou économique, mais elle existe également dans la spiritualité et les domaines associés, au niveau ésotérique, où clairement, il y a des gens qui sont focalisés sur la recherche de pouvoir, ou qui, dès qu'ils ont un semblant d'autorité et donc de pouvoir, ils l'exercent pour dominer les autres et arrivent à leur fin. Voilà, alors c'est pas forcément toujours des mauvaises choses, mais quand même, quand on ne se met pas de limite, au bout d'un moment, il peut n'y avoir que de mauvaises conséquences, en fait. Vous voyez, là, mal comprendre comment fonctionne le monde et ne pas s'être intéressé aux écrits de nos anciens, et notamment, je pense à la philosophie taoïste, que j'aime énormément pour ça, où c'est tellement bien expliqué à travers le Tao, et notamment à travers le Yiking. Le Yiking, c'est pas que la philosophie taoïste, il y a aussi du confucianisme. Mais c'est tellement bien expliqué, cette histoire de cycle, en fait, et ces différents états où, justement, oui, à un moment, on peut effectivement avoir une bulle, une croissance, et puis au bout d'un moment, il faut que la bulle, au bout d'un moment, si elle grossit trop, elle va s'éclater, en fait, et ça va être la catastrophe. Et nous, dans cette société, on a l'impression que c'est tout le temps ça, quoi. C'est crise sur crise, c'est hop, ça gonfle, et ça hop, et ça recommence, et ça repart. Ça, on a l'impression d'être, vous savez, d'être dans une boucle sans fin, mais pas une boucle vertueuse, quoi, une boucle négative, en fait, une boucle néfaste, où les gens sont pas bien, les gens sont malheureux. Eh bien, en tout cas, à mes yeux, une des explications vient de là, du fait que, justement, pour reprendre l'analogie donc des 8 circuits, eh bien on oublie en fait le besoin qu'il y a de se reconnecter à ces circuits supérieurs, de reconnaître les émotions, de travailler sur nous, et de prendre conscience des problématiques qu'il pourrait y avoir à ne pas prendre en considération certains aspects en nous, et du coup tourner notre attention vers des choses qui vont nous amener à nous tromper, à faire des erreurs, et surtout à conduire les gens dans de mauvaises directions, en fait. C'est surtout ça. Donc, la notion de pouvoir, elle s'exprime sur énormément de choses, en fait. Énormément de choses. Il y a un côté très séduisant, parce que, il y a un côté...
magique, en fait, derrière tout ça. Ça rejoint un petit peu, vous savez, ce qu'on appelle la pensée magique, d'un point de vue psychologique, touche un peu à ça. C'est-à-dire de croire que, parce que ça se passe dans ma psyché, eh bien, ça va se manifester dans le monde physique, en fait. Tout ce qui est d'ordre des superstitions, tout ça touche un petit peu à la pensée magique. Cette même notion aussi de s'élever, de devoir grandir et croître, ça encore, il y a quelque part une recherche de pouvoir derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément négatif, encore une fois. Parce que, bon, ça fait partie un petit peu du monde. Mais il faut pas se focaliser dessus, en fait. Parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de continuer notre processus de prise de conscience et de mettre en harmonie les différentes parties qui nous composent. Donc là, clairement, au niveau de ce couple deuxième, sixième circuit, la chose qu'il faudrait prendre et intégrer, c'est le fait que les idées, la réflexion et une sagesse saine ou transcendante va m'aider à réguler tout ça et ne pas tomber dans un état de sur-régime. Donc là, on bascule de ce couple deuxième, sixième circuit vers le couple troisième, septième circuit, qui lui aussi est fondamental. Encore une fois, ce modèle, ce n'est qu'un modèle. Il y en a peut-être d'autres qui existent. Moi, je trouve que celui-ci est assez exhaustif parce qu'il nous permet de faire des liens comme ça. Et c'est vraiment chouette, quoi. C'est très, 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 très inspirant. Et encore une fois, en fait, à travers ça, on comprend le plus important, c'est de connecter des choses ensemble et de faire du lien, en fait. Et c'est ça tout l'intérêt de la pensée holistique. C'est aussi de prendre en considération la notion de nuance, de mettre de la nuance et de se poser des bonnes questions, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie pour me sentir mieux? Qu'est-ce que j'ai envie pour me sentir vivant et être dans la dynamique, en fait? Ça, c'est typiquement le deuxième circuit. Si on devrait faire un focus dessus, bah oui, le deuxième circuit, c'est super important. On a besoin d'être en mouvement, d'entreprendre, de bouger, voilà. Qu'est-ce qui, en moi, m'empêche d'atteindre ces objectifs? Donc là, c'est ce qu'on voit un petit peu quand on fait des suivis. C'est un peu ce que faisait Adler, et c'est pour ça que j'aime tellement son approche d'un point de vue suivi individuel. Je me sens assez proche, en fait, de ça, et je trouve que c'est très intéressant, en fait. Parce que c'est à travers le fait de se dépasser et d'avoir des résultats concrets sur ce qu'on met en place que, justement, on a envie d'aller plus loin. Et la clé pour y arriver, c'est pas uniquement des outils, c'est pas uniquement du chamanisme, c'est pas uniquement de l'énergétique, c'est pas uniquement non plus une croyance, en fait. L'idée de tout ça, c'est de retrouver les forces propres qui sont en nous. On en revient à ce que disait Jung, c'est-à-dire que l'individuation, qu'on pourrait, entre guillemets, résumer par la personne qui se retrouve telle qu'elle l'est, en fait, en tant qu'individu, mais pas toute seule, aussi dans ce tissu social qui la compose. Donc là, on est plus dans la dimension du quatrième circuit, hein, c'est moi et les autres, mais c'est super important. Mais c'est moi et les autres à condition que je puisse rester moi-même en tant qu'individu, en fait. Vous voyez? Et donc l'individuation, c'est tout à fait ça, c'est retrouver ma prévalence, ma liberté individuelle, mais tout en objectivant, c'est-à-dire tout en étant clair avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi et ce que je souhaite réaliser, en fait. Et arriver à être aligné par rapport à ça, c'est déjà énorme, en fait. Tout ça là, rejoint, en fait, l'idée de suivre la voie, vous voyez, notion qui est très présente quand on lit le Tao Te Ching, c'est se mettre en alignement avec la source, ok, le Tao, et ça revient à être en alignement avec soi-même. Et être en alignement avec soi-même, ça nécessite effectivement une certaine recherche de pouvoir, entre guillemets. Mais cette recherche de pouvoir doit être associée à vraiment à une notion de moyen juste, en fait, de justesse. Si elle est hors contrôle, on arrive à des situations de domination. En fait, où justement, le monde du milieu est part dans tous les sens, et c'est la guéguerre, quoi. Voilà. C'est vraiment ça, et après, est-ce que c'est complètement mauvais? Bon, j'en sais rien,
parce qu'il peut y avoir des choses bénéfiques qui ressortent de conflits, mais des conflits qui se manifestent tels qu'on les a vus, tels qu'on le voit, pas forcément qu'au niveau géopolitique, attention, hein, mais ça peut être aussi, vous l'avez sûrement expérimenté, d'un point de vue individuel, dans le cercle familial, dans d'autres cercles que vous fréquentez, au travail, dans les associations. C'est, ça imprègne tout ça, en fait. Et de tout ça, on voit vraiment que ça manque de sagesse. Il n'y a plus de respect, en fait. C'est vraiment, on a l'impression que c'est parti en roue libre. Vous voyez? Ça, c'est parce que justement, je reviens à ça, on a perdu notre axe, en fait. On a perdu le cap, on a perdu la voie. On a perdu l'objectif. La société doit favoriser le bien-être de ces individus qui la composent, tout en fixant des règles, bien entendu. Mais elle doit aussi être tournée vers quelque chose qui est au-delà de sa simple survie. Et justement, si au-dessus, nous avons, alors quand je dis au-dessus, c'est une façon de parler, bien entendu, hein, mais si nous avons euh, comment dire, un groupe, ou en tout cas un objectif commun de, de recherche de transcendance ou de questionnement spirituel, mais attention, je ne parle pas de religion, encore une fois, hein, de questionnement spirituel, de transcendance, d'objectif, ça va créer quelque chose qui va relativiser les lois du monde matériel, ou plutôt les lois psychologiques en fait en lien avec cette volonté de puissance, cette recherche de compensation, etc., etc. Il y a vraiment tout un programme à mettre en place. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui demanderait énormément de ressources. Enfin, il ne peut y avoir qu'un élan collectif, en fait, pour favoriser ça. Mais je ne serais pas étonné que ce mouvement naisse au bout d'un moment, de toute façon spontanément, parce que je vois pas, enfin en tout cas de façon très humble, je sais pas vraiment vers quoi d'autre il faudra aller en fait. Et je suis d'ailleurs pas le seul à le dire qu'on a besoin de retrouver des valeurs spirituelles saines. Voilà. En tout cas, pour revenir à cette notion de pouvoir, le pouvoir est fondamental. On a besoin de gens qui soient capables de l'exercer, de gens qui soient motivés par ça, mais il ne faut pas que ce soit une finalité en soi. Et il faut quand même qu'il y ait une espèce de régulation par rapport à ça. Sinon, au bout d'un moment, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui se passe, et on en voit les conséquences en fait. Voilà. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre la notion de notre réalité comme une espèce de millefeuille. Et ce fonctionnement au niveau de la recherche de pouvoir, il est structurant. Ok? Tout comme l'est effectivement le désir, tout ce qui est biologique en nous, donc tout ce qui est de l'ordre de la notion de survie, qui est plus en lien avec le premier circuit, mais voilà, tout ça est en nous en fait. Il y a quand même aussi un espèce de programme biologique qui est là, qui est en lien avec la perpétuation de nos gènes, etc., etc. Tout ça est en lien avec ce qu'on appelle les instincts. Voilà, ça, on ne peut pas nier que ça existe. Il faut le prendre en considération. Donc si vous entendez des discours ou de gens qui disent qu'on peut vraiment dépasser complètement ça, voilà, bah, moi j'attends de voir en fait, hein, parce que je pense qu'effectivement oui, on le transcende en fait, on l'accepte et on le relativise, mais ça restera quand même quelque chose de structurant et il faut pas le mettre de côté ou ne pas le regarder en fait. L'erreur serait vraiment de le renier complètement, et du coup il passerait dans l'inconscient, et du fait qu'il passe dans l'inconscient et qu'il serait refoulé, il ressortirait de façon brute et complètement désordonnée. Exactement comme dans la société actuelle où, étant trop dans une pensée matérialiste, tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme, du spirituel, du sensible, existe aussi, bien entendu, tout ce qui est, on va dire, irrationnel. Mais il ressort de façon complètement désordonnée, déstructurée, et non, à des degrés complètement farfelus, quoi, voilà. Quand on voit notamment toutes ces images autour de ce qu'on appelle le satanisme, voilà, il y a clairement un truc, on voit bien qu'il y a un truc qui est pas sain, quoi, derrière, quoi, vous voyez. Voilà. Donc en tout cas,
pour revenir à la sphère individuelle, ben, posez-vous des questions un petit peu sur cette notion de pouvoir, cette recherche de pouvoir, en quoi peut-être que, ben, comment vous l'exercez, comment elle vous motive, quels sont vos rêves, vos ambitions que vous n'avez jamais réussi à accomplir et qui sont toujours là. Et peut-être que justement on a besoin aussi de se réaligner un petit peu avec un objectif, même s'il peut nous paraître ben, un peu illusoire, mais c'est bien quand même de le repenser, peut-être un peu de le redéfinir, de le remettre dans le contexte de la société, mais ça peut être un moteur dans notre vie. Et quoi qu'on en dise, on a besoin de moteurs en fait. Voilà. Après, la façon dont il s'exprime, la façon dont il se manifeste, bon, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait échanger, on pourrait voir en fait. Voilà. Mais l'important, c'est d'avoir ce moteur. Si vous n'avez pas ce moteur qui tourne en fait en vous, peut-être que vous ressentez un manque. Et peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer, d'être bloqué. Et donc, il va falloir effectivement réactiver la roue et se demander ben, qu'est-ce qui me donne la niaque en fait, qu'est-ce qui me donne envie d'aller plus loin et qu'est-ce qui me donne de la volonté, quoi. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis une bonne soirée et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.